Jeudi 10 au samedi 12 octobre 2019, les partis de l'opposition au pouvoir du président Patrice Talon se sont rencontrés au Champ d'Oiseaux à Cotonou. 3 jours d'échanges qui auront permis à ces leaders politiques non invités au dialogue politique initié par le chef de l'État au Palais des Congrès de réfléchir sur la crise que traverse le Bénin depuis les élections législatives dites législatives exclusives, consacrant l'installation de la 8e législature de notre Parlement. 2 rendez-vous qui se sont tenus différemment, mais au même jour et à 2 différents lieux, mais qui auraient pu être un seul pour sortir le Bénin du climat politique délétère qui le caractérise depuis ces élections législatives du 28 avril dernier. Qu'est-ce qui a été dit au Champ d'Oiseaux à Cotonou? Qui étaient les participants et pour quels résultats? Ces questions nous intéressent ce soir sur ce plateau et nous recevons l'honorable Guy Mitokpe. Alors, l'honorable Guy Mitokpe, d'abord, nous vous demandons pourquoi une telle rencontre et au même moment que celle organisée par le chef de l'État. D'aucuns parlent de troubles à l'ordre public. Merci infiniment, monsieur le journaliste. Je voudrais saluer d'abord dans ce studio vos autres confrères qui vous accompagnent ce soir pour cette émission que nous avons ensemble. Je voudrais aussi saluer notre peuple, le peuple béninois. Je voudrais saluer les auditeurs et auditrices de Soleil FM. Je voudrais enfin rendre grâce à Dieu pour le souffle de vie qu'il continue de nous accorder. Je crois que les 10, 11 et 12, effectivement, il y a eu ce que nous avons appelé les assises de la résistance. Pour nous, c'était l'occasion pour non seulement informer la communauté internationale que sur ce que le gouvernement qualifiait de dialogue politique national. Et il s'agissait pour les principales forces de l'opposition de montrer et d'envoyer un message fort à l'endroit de la communauté internationale et à l'endroit des partenaires du Bénin, que ce qui se passe dans notre pays, c'est tout sauf un dialogue, mais que plutôt c'était une rencontre des forces de la même mouvance. Je l'ai dit la dernière fois, c'était une rencontre entre les forces de la même loge. Donc pour nous, il n'y a pas de tabou là-dessus. On a voulu le dire clairement et d'une manière limpide à l'endroit de la communauté internationale. Mais l'autre chose que nous visions lorsque nous avons décidé de ces assises, c'était aussi pour informer notre peuple. Parce que notre peuple aussi a besoin de l'information, a besoin de l'information juste. Donc pour nous, il fallait aussi informer les populations béninoises que le dialogue aujourd'hui, il est réclamé de part et d'autre. Le dialogue, il est réclamé aussi bien par l'opposition, mais nous avons l'impression qu'il n'est pas véritablement réclamé par la mouvance ou le gouvernement. Dans ce sens que le pays aujourd'hui est au ralenti, dans ce sens que nous sommes dans une crise aiguë, dans ce sens que c'est un pays fragilisé, c'est un pays divisé, et nous voulons véritablement que nous puissions aller à la réconciliation nationale. Mais la réconciliation nationale ne se fera pas sans qu'il y ait véritablement un cadre qui puisse réunir les uns et les autres, où nous allons nous parler véritablement, où nous allons nous dire les vérités, sans marcher sur la vérité, sans la cacher sous la table. Donc pour nous, d'une manière succincte, je voudrais résumer en disant que ces assises de la résistance se sont déroulées à cette même date, pas parce que c'était une provocation, mais parce que pour nous, il importait que nous puissions informer la communauté internationale et le peuple du Bénin. Et à ces assises, tous les partis politiques de l'opposition étaient représentés. Je voudrais dire que la conclusion ou bien l'effectivité de ces assises qui ont démarré le 10, mais il faut dire qu'avant que ces assises ne voient le jour, il y a eu d'abord un certain nombre de séances préalables, un certain nombre de séances pour préparer ces assises. Donc nous avons fait un certain nombre de réunions sur le président aujourd'hui, la figure emblématique de la résistance, c'est-à-dire l'ancien président de la République, le président Nicéphore Dieudonné Soglo, que je salue au passage. Donc nous avons fait un certain nombre de séances de travail chez lui. Et à cette séance de travail, toutes les forces qui anciennement appartenaient à la résistance
ont été conviés. Donc, j'ai été surpris de ne pas... Nous avons été surpris, pas que j'ai été surpris, nous avons été surpris de l'absence de certaines forces, mais je voudrais insister sur le... Je prends par exemple, l'USL n'était pas présent à ces séances de travail chez le président Soglo. Il partage les mêmes avis que vous. Bon, j'ai constaté avec vous qu'il n'était pas présent d'abord aux rencontres préparatives, mais en plus de ça, à l'ouverture de ces assises, il n'était pas présent. Et enfin, à la restitution au CODIAM, j'ai aussi constaté qu'il n'était pas présent. Donc, c'est un peu ce que j'ai constaté. À part cela, je crois aussi qu'il y a eu la polémique sur la présidence des forces Cori.Bénin émergents, parce qu'il y a une partie, une faction des FCBE qui s'était présentée au palais des congrès où se discutait la concertation entre les membres entre les forces de la mouvance. Et ensuite, il y a une autre faction des FCBE qui était avec nous aussi bien au niveau du champ d'oiseaux qu'au niveau du CODIAM. Donc c'est là les constats que j'ai faits, mais je crois aussi que ce sont des constats partagés par vous ou bien par le reste de vos confrères. Est-ce que cela ne veut pas dire que les murs de la résistance sont lézardés? Lézardés, c'est un peu... Non, fissurés ou lézardés, je pense que c'est un peu trop dit. Vous savez, quelqu'un le disait, je partage cette idée avec cette personne. Quelqu'un disait aujourd'hui que la résistance que nous pratiquons aujourd'hui, ou bien, je dirais, la position que nous adoptons aujourd'hui vis-à-vis de ce régime, ce n'est pas une position de complaisance. C'est la position de la majeure partie de nos populations. Le peuple du Bénin aujourd'hui est un peuple suffisamment mûr et suit véritablement l'évolution du débat politique. Vous constatez avec moi que le 28 avril 2019, notre peuple a boycotté cette parodie d'élection. Donc ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas que la résistance est fragilisée, parce que la résistance elle-même est incarnée par notre peuple dans sa majorité. Donc personnellement, au nom des partis aujourd'hui qui sont regroupés au sein de cette résistance, je ne crois pas qu'elle soit en mal. La résistance se porte suffisamment bien. Et pour employer un langage un peu terre à terre, je dirais qu'elle pète la forme. Il n'y a pas de problème au niveau des forces de la résistance. C'est vrai que, comme je l'ai dit, il y a un certain nombre de... Ce que l'autre a qualifié la dernière fois de ken de tout. C'est possible que ce soit véritablement ça, mais au niveau de la résistance, je ne crois pas qu'il y ait véritablement de problème. La résistance se porte super bien. Mais malheureusement, sans existence légale au Bénin. Non, je ne sais pas ce que vous mettez dans sans existence légale, parce que... Vous n'avez pas le récépissé qui vous permet d'être reconnu comme parti politique, animant la vie politique. Vous savez, lorsqu'une loi est votée dans un pays et que vous entreprenez les démarches de bonne foi afin de pouvoir vous conformer ou afin de pouvoir exister vis-à-vis de ces lois votées, même si, en temps, vous aviez décrié le caractère de ces lois, si vous n'avez pas vos papiers, vous pouvez parler de confiscation. C'est le cas dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui. Lorsque le gouvernement a trouvé qu'il y avait suffisamment de partis politiques pour 12 millions d'habitants, le gouvernement a bien voulu réduire le nombre de partis politiques. On a fait le débat en son temps, j'ai été dans vos studios, j'ai suffisamment parlé là-dessus, j'ai suffisamment fait de démonstrations sur la non-pertinence de la position du gouvernement. Au-delà de cela, la loi a été votée. Nous, au niveau du Parlement, au cours de la 7e législature, nous avons voté contre cette loi. Mais une fois votée, quel que soit son caractère scélérate, nous avons dit que nous ferons tout pour aller dans le sens de la légalité. Nous avons mené la démarche. Le gouvernement continue de dire qu'il y avait 250 partis politiques. Même si nous ne sommes pas d'accord avec ce chiffre, on pouvait dire nous ne sommes pas d'accord et que nous ne bougerons pas de notre position. Mais nous avons mené la démarche. La loi dit qu'il faut 15 membres fondateurs par commune. Il faut au moins 15 membres fondateurs par commune. Nous avons mené cette démarche. Nous avons sur les 77 communes, nous avons trouvé au moins 15 membres dans les 77 communes. La loi a parlé de ceux qui existaient et qui voudraient ou souhaiteraient continuer
avec le même logo, avec le même nom, ce qu'on appelait une mise en conformité. Oui. On a fait cette démarche. Donc, toutes les dispositions de cette loi ont été respectées par nous. C'est pour cela que nous continuons de croire que le fait que nous ne soyons pas en possession de nos documents juridiques jusqu'à l'heure où je vous parle, c'est un fait politique. Et c'est pour cela que nous parlons de confiscation. Parce que, à la rencontre du 15 juillet 2019, rencontre convoquée par le chef de l'État à l'endroit d'un certain nombre de partis politiques, oui, au niveau des forces de la résistance, 4 partis étant dans les forces de la résistance se sont vus convoqués à cette rencontre. Mais la délibération, la réunion faite chez le président Soglo, au cours de laquelle nous devions statuer sur le comportement des forces politiques issues de la résistance, notre comportement vis-à-vis de l'invitation du chef de l'État, la conclusion était que nous ne puissions pas nous présenter. Donc, sur les 4 partis politiques, il y a eu seulement le parti Restaurer l'Espoir en son temps qui a décidé de ne pas aller au palais de la présidence. Oui. Les 3 autres partis s'étaient présentés. Mais lorsque ces partis s'étaient présentés et que nous avons fait une autre réunion au cours de laquelle ils devaient restituer, même si la résistance avait condamné leur attitude vis-à-vis du mot d'ordre qui avait été laissé, nous avons analysé ce qu'ils ont rapporté du palais comme rapport. Au cours de cette séance de travail, il a été dit que ce que demandent ou les exigences ou les nouvelles exigences, aussi bien du président de la République que du ministre de l'Intérieur, sont des exigences... dans les différents documents que vous avez votés à l'Assemblée nationale? Non, c'était de nouvelles exigences hors test. Parce qu'il disait que, premièrement, il fallait organiser de nouveaux congrès, parce que selon eux, le temps imparti était déjà passé, donc il fallait organiser de nouveaux congrès. Et la deuxième exigence faite par eux, c'était que tous les responsables de ces partis, ayant des démêlés avec la justice, qu'ils soient condamnés ou pas, ne puissent plus figurer dans les organes exécutifs de ces partis politiques. Nous avons dit, mais ce sont des exigences qui ne sont pas aussi bien dans la charte que dans le code électoral. Et tout ça là réuni, vous considérez que votre liberté a été confisquée? Nous continuons de croire que nos libertés sont confisquées, mais au-delà, permettez que j'explique rapidement cet aspect. Au-delà, après le 15 juillet, il y a eu la convocation du 18 juillet par le ministre de l'Intérieur, M. Saka Lafia, qui a décidé de recevoir les partis et de leur notifier ses exigences. Mais nous ne nous sommes pas présentés au ministère de l'Intérieur. Par contre, nous avons écrit au ministre. Nous avons écrit au ministre et le courrier est parti vers le ministre par la société Top Chrono. Donc, nous avons expliqué au ministre dans notre courrier les raisons pour lesquelles nous pensons que la seule chose que nous attendons actuellement, c'est la délivrance de notre récépissé provisoire. Parce que nous avons déjà rempli toutes les formalités pour qu'on puisse nous délivrer notre récépissé provisoire. Donc, à ce niveau, je voudrais que vous puissiez comprendre avec moi que nous ne sommes pas en train, je dirais, de faire une obstruction aux dispositions de la loi ou que nous ne voulons pas jouer en nos troubles. Nous sommes véritablement en train de faire comprendre à notre peuple que nous sommes dans un schéma où nos documents sont confisqués parce que nous avons déjà mené toutes les démarches nécessaires pour entrer en possession de nos documents. Oui. Alphonse Moïse Soudé, documents confisqués et récépissés non délivrés, et voilà l'état des lieux. Oui, comme je l'ai toujours dit, pour avoir ces documents-là, on a parlé de 2 textes fondamentaux, à savoir la charte des partis politiques et le code électoral. Et je l'ai dit, les dernières dispositions qu'on a sorties ne se trouvent pas dans ces 2 documents-là, puisque le dialogue politique organisé par le chef de l'État, nulle part je n'ai vu parler de certificat de conformité, on a parlé de la charte des partis politiques, on a parlé du code électoral. Donc ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Il y a des dispositions qui fixent les modalités, les conditions à remplir pour se faire appeler parti politique. Mais nulle part, moi je n'ai lu dans les documents, certificat de conformité.
Et nulle part, je ne sais pas si lors du dialogue politique, on en a parlé. On n'a parlé que de 2 documents. Ça veut dire qu'il y a problème. Il y a problème. Est-ce que c'est fait de façon consciente? Est-ce que on a voulu écarter un certain nombre de partis? Non. Moi, je constate que, bon, la mouvance et la résistance ont organisé les assises au même moment. C'est pour nous dire que désormais, la politique se fait de 2 façons différentes. La politique se fait de 2 façons différentes. La politique de ceux qui soutiennent, comment on appelle, les actions du gouvernement, ceux qui sont du côté du chef de l'État, et de l'autre côté, ceux qui n'apprécient pas la gouvernance actuelle. Maintenant, il va falloir qu'à un moment donné, que ces 2 camps se retrouvent. Parce qu'au-delà des divergences, au-delà des querelles politiciennes, le Bénin l'intérêt majeur du Bénin doit intéresser. Et il faut que, au-delà des 2 assises, que les 2 camps, je parle de 2 camps, les 2 camps se retrouvent pour parler le langage de la vérité. Parce que, à dire vrai, quand vous regardez la population, l'honorable tout à l'heure l'a dit, la circulation était fluide. La circulation était fluide, ça veut dire quoi? Au niveau des activités commerciales, au niveau des activités économiques, ce qui intéresse la majorité des Béninois, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. L'économie, pratiquement, avec la fermeture des frontières par le géant d'à côté, les activités économiques, ce qui nourrit la majorité de la population, c'est au ralenti. Et je dis, la politique n'intéresse que ceux qui vivent de la politique. Et la majorité de ceux-là ne s'intéressent pas à l'avenir et au devenir du peuple. Il est temps qu'on taise les querelles politiciennes, qu'on se retrouve, qu'on se parle. Parce qu'on ne peut pas parler de dialogue quand on ne creuse pas l'abcès, quand on ne crève pas l'abcès, quand on ne se repose pas sur les causes. Parce que quand il y a dialogue, tout le monde est d'accord avec moi. Quand il y a dialogue, c'est qu'il y a un problème à régler. Avec qui? Et je l'ai dit la dernière fois quand le ministre de la Communication est sorti. On dit c'est pour réajuster, corriger ce dont on s'est plaint. Et j'ai dit, de quoi s'est-on plaint? Qui sont ceux qui se plaignent? Si on n'arrive pas à répondre à ces 2 questions-là, on est passé à côté. On est passé à côté. Parce qu'il faut qu'on nous dise de quoi s'est-on plaint. On s'est plaint du certificat de conformité. Qui sont ceux qui se sont plaints? Ceux qui n'ont pas pu obtenir ces documents. C'est aussi simple que ça. Mais malheureusement, à cette rencontre où on devait évacuer les différends qui opposent et le ministère de l'Intérieur avec les partis politiques, ça n'a pas été fait. Donc, les 2 assises étant passées, il faut qu'on rentre en soi, même pour dire, désormais, qu'est-ce qu'on veut faire du Bénin? Veut-on associer tous les fils du Bénin à la construction de notre nation commune ou veut-on écarter des gens? Et le professeur Topan l'a dit, nous devons éviter l'exclusion. Nous devons éviter l'exclusion. On doit se parler, on doit se donner la main. Parce qu'il n'y a pas de Bénin, il n'y a qu'un seul Bénin. Et tous ceux qui parlent, que ce soit ceux qui sont de la mouvance, que ce soit de la résistance, sont tous des Béninois. Et certainement qu'ils n'ont pas la même vision de la gouvernance actuelle. Mais il est temps qu'on s'asseye. Parce que tant qu'on ne va pas régler les problèmes politiques, cela aura des répercussions sur les activités économiques. Et on l'a dit ici, on l'a démontré à foison, le voisin n'a pas fermé juste sa frontière parce que, bon, c'est les produits de contrebande. Il y a des relents politiques. Ce qui se passe chez vous, on n'aime pas ça au Nigeria. Le Nigeria est un pays qui promeut la démocratie, qui promeut la liberté d'expression des individus. Le Nigeria est un pays qui promeut les opérateurs économiques nationaux. Mais nous, à côté du Nigeria, nous faisons le contraire. Et quand vous êtes à côté d'un géant que vous refusez d'écouter, il prend les dispositions. Mais au-delà de nos querelles politiques, nous devons nous entendre politiquement. Nous devons rétablir notre démocratie, ce qui permettra aux voisins d'ouvrir les frontières. Et les Béninois qui ne pensent même pas politique, vont faire leurs activités économiques, vont nourrir leurs familles, vont développer le pays, vont envoyer leurs enfants à l'école parce que, avec la fermeture des frontières, il y a des parents qui
dont les activités économiques sont à terre, n'ont pas pu inscrire leurs enfants. Ça aussi, ceux-là, ils sont frustrés. Donc, c'est de l'entente des hommes politiques que dépendra l'avenir du pays. Oui. Joël Tobé, des hommes se sont plaints, des leaders politiques, de 2 documents. Les 2 documents étaient au centre de dialogue politique. Ils n'y étaient pas, mais ils peuvent avoir gain de cause à l'issue de ces 3 jours de rencontre. Je constate tout simplement que les 10, 11 et 12 octobre dernier, le Bénin, notre pays, pour ne pas dire la vie politique de notre pays, est définitivement, ou si vous voulez, accessoirement segmenté autour de 2 entités. Segmenté autour de 2 entités, vous avez dans ce studio, si je peux me le permettre ainsi, une faction d'une entité. Et puis, nous n'avons pas ici ceux qui se sont rencontrés au Palais des Congrès à Cotonou le lundi dernier. Qui se sont rencontrés pour discuter des problèmes du pays. Alors, sur d'abord la question du profil ou bien du format du dialogue qui a été convoqué par le chef de l'État, tenu donc étalé sur 3 jours. J'ai mon opinion sur la question. Je pense que il y a il y a un couple de 3 groupes de mots qu'il faut convoquer ici. Nous avons dans un contexte de crise ce qu'on a pu appeler par ailleurs le grand débat national. Cela par exemple dans le cas de la crise des Gilets jaunes où le chef de l'État français a été obligé de dire définitivement il faut un grand débat national. Il a fait le tour de la France et on sait quand même comment cette actualité-là s'est estompée. Au Cameroun, tout près de nous, on a parlé donc du grand dialogue national. Du grand dialogue national. J'insiste bien sur la terminologie. Et enfin, au Bénin, et dans le cas du Cameroun, j'allais oublier, on a convoqué toutes les parties prenantes, les personnes même qui ne sont pas concernées directement par la crise anglophone étaient représentées parce qu'il s'agissait de la suivi de la vie de la nation. Au Bénin, le gouvernement a parlé donc du dialogue politique. Donc, à mon sens, ce dialogue politique qui a été convoqué par le chef de l'État, c'est certainement un dialogue à minima, je l'ai défendu ici, c'est un dialogue à minima et je vais dire que je suis intimement lié à ma conviction. Je suis convaincu que ce dialogue qui vient de s'achever va forcément accoucher d'un autre dialogue, certainement cette fois-ci, d'un peut-être grand dialogue politique national. Vous le considérez comme les prémices d'un autre dialogue? Je pense que on est obligé forcément d'aboutir là. D'ailleurs, le rapporteur de ce dialogue-là a rappelé, on ne peut pas construire un pays dans la désunion, dans l'exclusion. Et si je me rappelle très bien, le 20 mai, le chef de l'État prenant donc la parole à la suite donc des événements douloureux que nous avons connus avec donc des morts. Il parlait donc de dialogue franc, direct et constructif. Alors, je prends le dernier mot, constructif. On ne peut pas construire dans l'exclusion. Donc, pour ma part, j'essaie donc de comprendre l'exclusion d'une faction de ce dialogue convoqué par le chef de l'État dans le format qui a été choisi. Le chef de l'État dit « je convoque un dialogue » et il avait dit déjà le 15 juin, l'honorable est là, que pour convoquer ce dialogue, il fallait forcément leur délivrer les papiers afin que ceux qui doivent participer aux échanges aient donc le même statut d'existence légale. Aujourd'hui, on se retrouve dans un schéma donc de confiscation des documents, des partis qui ont entrepris des démarches, qui n'ont pas donc pu avoir le papier, dont le chef de l'État restant fidèle à ce format du dialogue comme il l'entend, n'a pas cru devoir adresser d'invitation aux partis comme USL, Restaurant l'Espoir et bien d'autres partis au Bénin. Mais ces partis peuvent avoir gain de cause à l'issue de ce dialogue. Absolument. Le gain de cause dont vous parlez pourrait résider dans le dernier point. Les points qu'ils ont appelés les demandes particulières sur lesquelles les discussions ont buté, sur lesquelles on n'a pas pu obtenir un consensus. Et pour contenter, puisque nous y étions en position donc de reporter, pour contenter
tout le monde. Et ça, je voudrais mettre cela sur le coup de la diplomatie du facilitateur, parce que c'était une mission. Le chef de l'État, je l'ai encore rappelé plusieurs fois dans ce studio, a verrouillé les discussions en traçant donc les trajectoires dans lesquelles devaient pouvoir se tenir les discussions, le dialogue. À savoir, je vous ai appelé pour parler uniquement, ça c'est l'ordre du jour du chef de l'État, et de la charte des partis politiques qui a posé problème, et du code électoral. Donc, ne me demandez pas de croire qu'en nommant lui-même le facilitateur et en désignant le rapporteur, qui n'a pas donné un cahier, l'un des rapporteurs, qui n'a pas investi ce duo donc d'une mission. Ils avaient un cahier de charge à respecter. Donc je pense que, jouant peut-être à la diplomatie, ce duo n'a pas voulu faire capoter les choses, parce qu'il fallait être présent et proche aux alentours pour savoir, pour vivre un peu la tension, l'électricité donc en l'air dans la salle, pour comprendre que si on ne mettait pas ce dernier point, à savoir les domaines particuliers sur lesquels on n'a pas pu obtenir consensus, je suis convaincu que le dialogue n'allait pas pu quand même aboutir. Donc le facilitateur a dit, écoutez, nous allons donc créer, on va annexer, c'est le mot qui a été employé, on va annexer au rapport ces points qui ont été essentiellement formulés par le PRD et la FCBE, en tout cas la faction qui s'est fait représenter. Donc les pays de la mouvance ne se reconnaissaient pas forcément dans ce qui a été proposé, libération des exilés politiques, il faut permettre donc à ceux-là qui sont poursuivis avec des mobiles juridiques, mais on sait pertinemment que ce sont pour des opinions politiques qui sont poursuivies. Ces points n'ont pas pu obtenir consensus, et pour contenter tout le monde et pouvoir dire au chef de l'État finalement, le dialogue de 3 jours a quand même s'est bien déroulé. On a contenté tout le monde en disant, tout ce que vous venez dire ici, nous on va donc le consigner. Et ça a été consigné. Et c'est pourquoi à la fin du dialogue, tout le monde se réjouissait. Les délégués présents disaient oui, le dialogue reflétait essentiellement les différentes sensibilités représentées au sein des discussions. Mais il faut pas être dupe, il faut voir l'ordre de priorité qui a été consacré à chaque point. Et on sait que dans la rubrique demande particulière, je pense que c'est là, si on doit pouvoir parler donc de gain ou bien de similitude dans ce que la résistance demande et ceux qui ont fait leur dialogue au Palais des Congrès demandent, c'est dans la rubrique demande particulière. Et c'est pourquoi je pense que pour peut-être décrisper l'atmosphère, l'ambiance politique dans notre pays, même si on a appelé ça dialogue, on a appelé ça demande particulière, le chef de l'État, en prenant le rapport, s'il ouvre, moi je voudrais qu'il puisse accorder plus de temps à l'étude des points consignés dans cette rubrique-là pour les évacuer et donner quelque peu satisfaction aux autres membres de la résistance et finir par convoquer maintenant ce que j'appelle le grand dialogue politique national. Sans oublier que le chef de l'État, en initiant ce dialogue national, a certainement des objectifs à atteindre. L'honorable Guy Mitokpe, à votre rencontre au Chant d'Oiseau, vos échanges se sont axés sur le thème la restauration de la démocratie et de l'état de droit. Qu'est-ce que vous avez pu dire pendant ces jours de réunion? Non, je crois que d'abord, il est bon que nous puissions rappeler à vos auditeurs et auditrices que durant ces 3 jours, nous avons, après les propos liminaires du président Nicéphore Soglo Dieudonné, nous nous sommes retirés pour travailler. Et vous avez constaté que dans la restitution des travaux, il y a eu un point d'honneur qui a été fait sur nos résolutions. Donc, mais avant les résolutions, il y a eu ce que nous avons appelé des mesures internes. Les mesures internes, c'était 2 points principalement. Le premier point en ce qui concerne les mesures internes, c'était de nous souvenir de ceux qui sont tombés au cours des malheureux événements du 1er et du 2 mai. On a bien voulu mettre un point d'honneur là-dessus, puisque nous avons parlé de la création d'un fonds de souveraineté. Donc, la première mesure interne, c'est que à ce niveau, nous ferons tout avec l'aide d'un huissier de justice pour la formalisation de ce fonds de solidarité à l'endroit de tous ceux qui ont été touchés d'une manière ou d'une autre, les blessés,
ceux qui ont perdu des parents, les orphelins, les veufs ou les veuves, que nous puissions avoir une pensée pieuse à l'endroit de ces personnes, mais non seulement une pensée pieuse, mais aussi que nous puissions être actifs avec des aides à l'endroit de ces personnes. Ça, c'est à court terme. À long terme, en ce qui concerne ce premier point, c'est que nous devons amener le gouvernement au cours d'un vrai dialogue, comme votre confrère le disait tout à l'heure, à créer, à prendre par décret la création de ce fonds de solidarité. Parce que c'est des personnes qui sont tombées pour la cause de la démocratie, c'est les personnes qui sont tombées pour que l'héritage dont nous jugeons aujourd'hui, l'héritage de la conférence des forces vives de la nation, que cet héritage ne puisse pas être détruit. C'est des personnes qui sont sorties pour la cause de la fortification de l'état des droits. Donc on ne peut pas oublier ces personnes aujourd'hui. C'est dans cet esprit. Le deuxième point qui concernait les mesures internes, c'est toujours concernant aussi les victimes. Il avait été dit que ce 12 octobre, pour ceux qui y croient et pour ceux qui sont catholiques, et on devait aller, la résistance devait donner un mot d'ordre pour l'indication d'une église catholique qui devait recevoir les familles des victimes. Pour une messe, mais finalement, compte tenu d'un certain nombre de difficultés que nous avons rencontrées, et difficultés pour lesquelles je ne voudrais pas rentrer dans les détails, cette messe n'a pas pu avoir lieu. C'est aussi un peu regrettable à ce niveau. La politique s'y est mêlée? C'est dommage que je le dise ainsi, mais malheureusement, c'est vrai. La politique s'y est mêlée, c'est vraiment dommage, mais c'est vrai. Donc, après les mesures internes, il y a eu le gros lot du travail que nous avons retrouvé dans les résolutions. Il y a eu 21 points. Voilà, 21 points soulignés dans les résolutions. Et ces résolutions, je pense quand même que dans les commentaires des uns et des autres, d'une manière ou d'une autre, vous étiez revenus sur nos résolutions. Ces résolutions, la qualité de ces résolutions révèle le fait que ces assises n'ont absolument rien à voir avec le caractère belliqueux que certaines personnes souhaiteraient coller à nos actions au sein de la résistance. Qu'on fasse sortir les enregistrements, suivez nos déclarations depuis que nous avons compris que ce régime était en train de nous conduire dans un état de non-droit. On n'a jamais appelé à casser, on n'a jamais appelé à tuer, on n'a jamais appelé à saccager la République. Mais nous avons dit que nous sortirons. La protestation, la contestation, le fait de sortir avec des mouchoirs blancs. Parfois même, on avait eu l'occasion même de dire que nous sortirons avec des fanfares. Ça se fait partout, dans tous les pays démocratiques. Quand on n'est pas d'accord, la meilleure manière d'exprimer son désaccord ou sa désapprobation, c'est quand même de pouvoir donner la latitude aux uns aux autres de sortir. Et la législature à laquelle vous avez fait partie a quand même interdit ce genre de manifestations, malheureusement. Oui, mais nous avons voté contre. Nous avons voté contre. La voix de la majorité. La voix de la majorité mécanique, comme je le disais en son temps, avait pris le dessus. Mais il est bon que je puisse souligner ce fait. Nous avons exigé que tant que les choses ne seraient pas respectées dans les normes, que nous sortirons. Donc c'est dans cet esprit que nous étions sortis en son temps. Vous serez matraqués. Matraqués? Quand il y a une marche, je ne crois pas que le rôle premier de la police soit de sortir pour matraquer. Le rôle premier de la... Voilà, non. Le rôle premier de la police, sans que je ne sois policier, c'est quand même de pouvoir préserver l'ordre. Mais quand les gens sortent et qu'ils protestent et qu'ils sont nombreux, la marche du 11 mars, est-ce que vous avez constaté qu'il y a eu des casses? Pourtant, cette marche a été autorisée. On n'a pas cassé, on n'a pas tué. Nous étions nombreux à sortir. Ça peut dégénérer. Cette marche n'a pas dégénéré. C'était même un exemple pour montrer aux uns aux autres que ce pays était capable du miracle. On pouvait sortir, manifester notre mécontentement sans tuer, sans casser, sans brûler. Donc ce qui s'est passé, les premiers et les deux, pour nous, il fallait mettre un point, comme je l'ai dit, il fallait faire de ça un point d'honneur. Et dans les résolutions, la première résolution, c'est la résolution portant adoption à l'unanimité du présent rapport général des assises de la résistance nationale sur la nécessité d'un dialogue politique national et le recours au consensus en vue de la réconciliation et de la cohésion nationale, gage de la paix. Donc cette première résolution, comme vous l'aviez dit tout à l'heure, insiste sur le fait que ce qui s'est passé du 10 au 12
convoqués par le gouvernement, pour nous, c'est toute une concertation que nous ne pouvons pas dénier au gouvernement. Mais ce n'est pas encore le dialogue politique national attendu par tous. Donc, notre première résolution revient là-dessus. La deuxième résolution, sans que je ne puisse citer peut-être les 21 points, la deuxième résolution parlait de la résolution portant détermination et engagement de la résistance nationale à œuvrer à la réhabilitation des mémoires de toutes les victimes innocentes, à l'arrêt des persécutions et au retour des exilés pour délit d'opinion. On a été clair là-dessus. Donc pour nous, les Béninoises et les Béninois qui sont tombés alors qu'ils n'étaient pas armés, qui sont tombés alors qu'ils étaient sortis pour simplement manifester, ce qui rentre dans les droits. Parce que les lois dont vous parlez, les lois scélérates votées pour dire non-attroupement et tout le reste, c'est en contradiction de la Constitution. Puisque la Constitution du 11 décembre 1990 nous donne le droit de manifester quand on n'est pas d'accord. Et vous savez que la Cour constitutionnelle les a déclarés bien constitutionnels. Ah, mais la Cour constitutionnelle n'a pas encore déclaré la Constitution et anticonstitutionnelle, si je peux me permettre la tautologie. La Cour constitutionnelle, cette Cour constitutionnelle n'a pas encore remis en cause la validité de notre Constitution. La Constitution du décembre 90. Donc la troisième résolution dit ceci: résolution appelant à l'intensification de la résistance nationale jusqu'au rétablissement effectif des libertés, de la démocratie et de l'état de droit. Mais quelle chance là? Oui, nous avons toutes les chances là parce que le peuple est avec nous. Parce que le cœur même de notre résistance, c'est le retour de l'état de droit. C'est le retour de la démocratie, c'est le retour de la liberté des uns et des autres. Parce que nous continuons de dire, si ce pouvoir auquel nous sommes et auquel nous avons affaire aujourd'hui, si ce pouvoir existe, c'est parce qu'il y a eu cette démocratie. Je continue de dire aux gens que ce gouvernement ou bien le président de la République n'est pas arrivé au pouvoir par coup d'État. Mais curieusement, il se comporte, lui et son gouvernement se comportent comme des gens qui sont arrivés par coup d'État. Parce que c'est quand on arrive par coup d'État qu'une fois installé, on coupe tous les ponts démocratiques. On coupe toutes les relations qui peuvent permettre au peuple de s'exprimer. Mais c'est l'institution qui se charge du contrôle, disons même du vote de ces tests-là, qui a donné le plein pouvoir à l'exécutif d'agir de cette façon. En votant des tests, des lois dont vous décriez. Laquelle des institutions? L'Assemblée nationale, je voulais dire. Oui, mais l'Assemblée nationale, je crois quand même que, je ne sais pas si on a eu la chance ou la malchance d'appartenir à cette Assemblée nationale, mais on s'est fait entendre en son temps. Nous n'avons pas cessé de dire que ce qui se passait, c'était un complot. Ce qui se passait, c'était un plan savamment orchestré, méthodiquement, pour la destruction de notre démocratie. On n'a jamais manqué de le dire. Donc, d'une manière ou d'une autre, je crois quand même qu'il faut pouvoir retenir que nos résolutions n'ont pas été en marge de nos revendications premières depuis le début de cette résistance. Donc nous continuons de croire que ce qui s'est passé du 10 au 12 au palais des congrès, pour nous, c'est tout sauf le dialogue politique national. Ce n'est pas encore ça le dialogue politique national parce qu'il y a des préalables. Et en ce qui concerne la dissolution du Parlement dont nous parlons tout le temps, beaucoup pensent que c'est de l'extrémisme. Beaucoup même vont jusqu'à dire que est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on procède à la dissolution de ce Parlement? La question avait été évoquée. Non, mais c'est bel et bien possible. C'est bel et bien possible de procéder à la dissolution de ce Parlement. En vertu de quel test? Non, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vous explique l'importance que révèle la dissolution de ce Parlement. Vous savez, dans le système politique que nous avons choisi, que notre pays a choisi au lendemain de la conférence des forces vives de février 90, oui, ce que le système choisi par notre pays met l'Assemblée nationale au cœur de la constitution pratiquement de toutes les autres institutions. Celui qui a l'Assemblée nationale à 100%, d'une manière ou d'une autre, a en même temps les autres institutions de la République. Parce que l'Assemblée nationale procède à la désignation en ce qui concerne la HAC, la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Celui qui a l'Assemblée nationale a une mainmise sur le Conseil économique et social. Celui qui a l'Assemblée nationale a une mainmise sur le Conseil d'orientation et de supervision de la liste électorale permanente informatisée, le COSLEPI. Celui qui a l'Assemblée nationale a même un regard prépondérant sur la Cour constitutionnelle. Mais tout ça, c'est réglementé par les tests. C'est pour cela que nous disons que
Selon la configuration politique de l'Assemblée nationale. Cette configuration politique n'a jamais pris en compte la confiscation du Parlement tel que cela s'est déroulé le 28 avril dernier. Ce qui s'est déroulé le 28 avril dernier, c'est une confiscation, c'est un vol, c'est un coup d'État du pouvoir législatif. Et nous pensons que pour que le dialogue puisse être productif, pour que la liberté puisse revenir, pour que la démocratie puisse retrouver ses droits dans notre pays, il faut procéder impérativement à la remise en cause de cette législature. Alphonse Moïse Souré. Non, au niveau du dialogue politique, j'ai cru entendre qu'on a parlé de couplage en 2020 ou en 2021. Des élections générales, des élections législatives. Oui, c'est là la difficulté, parce que le chef de l'État, avec les conclusions du dialogue politique, va se référer au Conseil des ministres. Et s'il y a parce que là, c'est un certain nombre de modifications, ce qui va nous amener peut-être à toucher à la loi fondamentale, ce qui d'office ouvre le boulevard pour la révision de la Constitution. Parce que les 83 députés sont acquis à la cause du chef de l'État. Il y a de nouvelles dispositions qu'on a envie, sinon qu'on a fait proposer au niveau du dialogue politique. Et le chef de l'État va se référer, parce que le chef de l'État ne peut pas se substituer au pouvoir législatif. Et là, dès que ça va arriver au niveau du Parlement, on va dire, si nous ne touchons pas la Constitution de notre pays, parce que cette disposition de coupler les élections ne sont pas prévues. Donc, pour que nous allions sur ce schéma-là, il faut forcément toucher à la révision de la Constitution. Et ce qu'on est en train d'éviter va arriver. Moi, je dis qu'il y a, et je l'ai déjà dit ici, qu'il y a des actes forts que le chef doit poser. Il y a des actes forts au-delà de l'Assemblée nationale, au-delà du Conseil des ministres. Les Béninois n'ont pas élu un Conseil des ministres. Les Béninois ont élu un chef d'État. Mais qui suit une constitution. Je suis d'accord, qui suit une constitution. Je dis, quand je parle d'actes forts, il y a des actes qui dépendent du chef de l'État. Quand on a parlé de ceux qui ont été arrêtés, par exemple, pour des raisons politiques, lors des événements du 1er et 2, la Constitution donne le droit au chef de l'État de gracier. Il peut le faire. Parce qu'il faut poser des actes qui tendent à apaiser la tension sociale. Il faut poser ces actes-là. Il faut poser ces actes. Le chef de l'État peut prendre des mesures. Peut prendre des mesures. Et ce qu'on est en train de dire, moi, mon inquiétude par rapport à ce couplage-là, on va profiter de cette proposition. C'est une proposition. Mais non, non. Donc, nous sommes sur un terrain politique. Vous donnez à quelqu'un la chicotte dont il a besoin pour vous frapper. En faisant cette proposition-là, le chef de l'État va s'en saisir et se référer à l'Assemblée nationale pour dire il y a possibilité de coupler. Et l'honorable est là. Entre-temps, on a voulu, je crois, toucher à des lois. On a profité pour glisser d'autres éléments dedans. Ça peut arriver. Aucun représentant de la résistance ne se trouve à l'Assemblée nationale. Les 83 députés sont acquis à la cause du chef de l'État. Et ils peuvent profiter de ces réaménagements qu'on a proposé pour réviser la Constitution. On trouvera la manière certainement pour le faire. Joël Togbe. Non, moi je partage la crainte ne nourrit pas Moïse, mais malheureusement le député l'a rappelé. Le Parlement, c'est le cœur de la démocratie. C'est le cœur de la démocratie. Et malheureusement, M. Alphonse Moïse Souré, aujourd'hui, on n'aura même pas besoin. On n'aura même pas besoin de profiter, comme vous le dites là. Si on veut réviser demain la Constitution, c'est un claquement de doigts. On va réviser la Constitution et ça sera légal. Pas légitime, mais ça sera légal. Parce que le mécanisme prévoit que, à une certaine majorité, que la révision de la Constitution soit acquise. Donc, moi, je pense que tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est encore une fois d'espérer que ce grand dialogue politique national se tienne. Et à cette occasion, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire cette fois-ci parce qu'on a fermé le dialogue à des partis. On pouvait l'ouvrir à des acteurs politiques. Parce qu'actuellement, la terminologie qui est admise dans le cadre de la mouvance, c'est que M. Guy Dossou Mitoko, par exemple, ce n'est plus un membre d'un parti politique. Mais on peut estimer que c'est un acteur
politique. On peut élargir quand même aux partis qui ont entamé leur procédure. On pouvait également le faire. Et c'est pourquoi je disais qu'aujourd'hui, vous savez, même au Togo, le Togo, il y a encore quelques années de cela, on se plaisait, nous, Béninois, à se moquer donc des Togolais pour dire, écoutez, nous sommes en avance. Il vous suffit de faire un tour aujourd'hui sur les réseaux sociaux pour voir même de hautes personnalités donc, de ce pays, sur des chaînes de plateau, se moquer de nous pour dire, écoutez, ce qui se passe au Bénin, nous, Togolais, nous sommes matures, puisque ce qui se passe là-bas. Donc, moi, je pense qu'on pouvait faire le miracle. Et faire le miracle, c'est quoi simplement? Si aujourd'hui, ce Parlement, on ne peut pas aller vers une dissolution, il y a même un autre concept de parti extra-parlementaire. Aujourd'hui, qu'on peut... Moi, j'espérais que ce Parlement, pour acquérir une certaine légitimité, à défaut donc de sa dissolution, parce qu'on évoque de plus en plus l'inexistence de lois pour le faire, on pouvait rapidement retoucher à des lois pour permettre ce concept de parti extra-parlementaire qui aurait une prépondérance dans la désignation, tout au moins, des autres membres des institutions. C'est également possible, mais on n'a pas fait ça. Et on a désigné les membres, ce qui fait aujourd'hui que, quoi qu'on le veuille ou pas, il y a aujourd'hui une superposition mais Joël, de tous les pouvoirs. Vous savez ce que je crains. Ce que je crains, oui. Le chef de l'État peut convoquer le grand dialogue national dont on parle. Mais il aurait eu l'occasion d'exploiter un certain nombre de propositions en révisant la Constitution. Et quand il va réviser la Constitution, il va introduire dans la Constitution ce qui la rend. Il pourrait maintenant appeler tous les partis politiques. Il va dire, bon, donnez le sésame aux autres. Venez, on va dialoguer. Mais malheureusement, la Constitution aurait été déjà révisée. J'ai entendu... Il ne sera pas question lors de ce dialogue-là de revenir sur la révision. Oui. J'ai entendu un week-end un soutien du régime du bloc de l'Union progressiste qui a dit il n'a pas été question de la révision de la Constitution. Et on lui pose la question, est-ce que les propositions ne vont pas aboutir là? Il dit si ça doit aboutir à une révision, ça ne sera pas du fait du chef de l'État. C'est les acteurs politiques qui vont constater qu'il aurait proposé la Constitution. Guido Soumito, pas quelques 1 minute 30 pour terminer cette émission. Ah déjà mais ça va vite. Oui. D'abord, avant de terminer, vous allez bien permettre que je puisse voilà, une ou deux précisions. Je voudrais d'abord saluer vos autres confrères pour la pertinence des analyses. Mais en même temps dire que moi j'aurais bien voulu qu'on nous dise ce que ceux qui se sont présentés au Palais des Congrès ont obtenu de nouveau. Parce que tout ce qui a été dit, les 18 points contenus dans leur rapport, les 4 premiers points qu'ils ont bien voulu donner, mettre là, et sur lesquels ils ont bien voulu mettre la lumière, mais c'est des choses qui existaient déjà dans leur programme. C'est pas des choses nouvelles, c'est pas des acquis, ce ne sont pas, je dirais, des fruits ressortis véritablement du dialogue. Ce qui s'est passé là, dans le rapport du professeur Tokpanou, ce qu'il a donné à notre peuple comme rapport, ce que je voudrais souligner, c'est qu'il n'y a rien de nouveau. Ce qu'ils ont présenté au peuple, ça se discute en commission des lois avec une assemblée légitime. Ce n'est pas pour ces points qu'on convoque tout un peuple. Parce que quand on discute, soit en amont, on prend de grandes décisions pour montrer que ce que nous voulons faire est suffisamment sérieux, c'est-à-dire en amont, avant l'ouverture du dialogue, on libère un certain nombre de personnes, on fait l'amnistie pour un certain nombre de personnes en amont, avant l'ouverture du dialogue, ou juste après la fermeture des travaux, les grandes décisions tombent en même temps et le peuple est au contact de ces grandes décisions. Mais là, on a entendu parler du vote de la loi sur le statut de l'opposition, du vote de loi sur le financement de l'opposition. Mais ça, ce n'est pas des choses pour lesquelles on convoque un dialogue politique national, parce qu'il y a une crise post-électorale. Malheureusement, on n'est pas allé dans ce sens. Nous allons nous arrêter là, malheureusement. Honorable Guy Mitopé, merci de votre passage sur ce plateau. Également, merci à vous, Alphonse Moïse Osodé, merci à Joël Togbé. Retrouvez Ulrich Chatin demain pour un autre numéro de cette émission. Portez-vous bien.